Merci de votre présence et d'avoir accepté de courir pour être présent là. Voilà, je voudrais remercier effectivement la Maison de l'Amérique latine de nous accueillir ici dans cette... Je voudrais remercier la Maison de l'Amérique latine pour cet accueil extraordinaire que nous a brindé pour que cette colloque puisse se réaliser dans de très belles conditions. Voilà. Et ça a été aussi un plaisir pour moi de constater qu'à 10 000 km de distance, il y a un gouvernement qui s'intéresse beaucoup, comme vous l'avez constaté pour la petite enfance, et que l'association Accès aussi, depuis 30 ans, travaille dans cette période importante de la vie qui est la petite enfance. Et la petite enfance est un domaine de réflexion interdisciplinaire. Il y a plein de colloques actuellement sur ces sujets-là. Il y a une espèce de préoccupation internationale de savoir qu'est-ce que c'est cette période de la vie. Parce qu'il y a en même temps un consensus que c'est dans cette période de la vie qui se créent les racines du devenir individuel et social de tout petit enfant, de toute petite fille et de tout petit garçon. Le langage joue un rôle extrêmement important. Je pourrais dire que dans aucune société du monde, un homme et une femme sont suffisants pour faire un enfant. En plus de la naissance biologique, il faut donner à cet enfant la possibilité de naître psychiquement, et le langage est la matrice symbolique de la construction du sujet. Faire un infant, un être de langage, un infant, celui qui ne parle pas encore, comme disait les latins, et le transformer lentement en être de langage, voilà l'obligation de tout père et toute mère pour accomplir la mission des parents. Or, la langue orale, telle qu'on l'a présentée ce matin, c'est un vrai mystère scientifique. Cette langue qui était là avant l'écriture, cette langue qui reçoit l'enfant à la naissance, qui le nomme, comme on disait ce matin, cette langue qui commence à s'inscrire dans la psyché du fœtus bien avant la naissance, cette langue, c'est une langue extrêmement difficile à expliquer scientifiquement. Mais je voudrais simplement vous inviter à regarder avec les yeux de l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette partie invisible de la psyché humaine au fur et à mesure que la langue s'installe. Voilà, ce matin, Bernadette Bricot a commencé sa conférence avec le concept des liens. Des liens. Et voilà que je voudrais vous inviter à que on va faire une hypothèse ensemble. Quand on analyse une langue telle que le français, l'anglais et le chinois, on va l'analyser et on va constater que dans toute langue, il y a des syllabes, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble une consonne et une syllabe, ou mettre ensemble une voyelle et une consonne pour construire une syllabe. On met ensemble des syllabes pour construire des mots. On met ensemble des mots pour construire des phrases. On met ensemble des phrases pour construire un discours, comme je suis en train de faire en ce moment. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une opération invisible qui consiste à mettre ensemble des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Voilà une opération langagère qui est présente déjà à la naissance, qui est invisible. Et c'est ça ce qui permet au bébé de créer un lien, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va lier le fait d'être alimenté, ça lui produit des effets. Il va les lier à la personne qui lui produit la nourriture. Il va lier aussi à la personne qui lui parle. Il va lier à la personne qui donne la présence, à la personne qui le caresse. Tout ça produit des effets internes invisibles. Nous sommes ici avec l'invisible. Ça laisse des traces. Mais tout ça est possible parce que la faculté du langage, avant l'apparition des mots, c'est un dynamisme qui consiste à mettre ensemble des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que le bébé va créer l'opération de la humanisation qui va permettre l'émergence de la langue orale plus tard. C'est comme ça que le bébé va créer cette opération de la représentation symbolique de l'autre. Une fois qu'il a créé la représentation symbolique de l'autre, à partir de ce moment-là, il pleure pour appeler. C'est-à-dire qu'il a créé l'autre. Mais en créant l'autre, il se pose aussi comme assistant.
Et lorsque la personne qui l'écoute répond, c'est une manière aussi de les reconnaître en tant qu'existants. Voilà un jeu d'intersubjectivité et d'humanisation sans lequel la langue orale ne pourrait pas apparaître. Et toute notre vie, c'est un jeu dialectique d'intersubjectivité. Parler, c'est poser en tant qu'être de langage et poser l'autre en tant qu'interlocuteur. Et lorsque l'autre prend la parole, il dit « je » aussi, parce qu'il est source du langage, je deviens son interlocuteur. Alors nous voyons que le langage, la faculté du langage avant l'apparition des mots, c'est un processus invisible de reconnaissance de sujet à sujet. Je pleure, tu m'entends, tu me réponds. Je te crée et tu me crées. C'est ça. Et c'est cette condition qui permet de créer la langue orale. Le bébé, on a parlé beaucoup de la musique de la voix ce matin. J'ai effectivement expliqué en quoi consiste la voix. Scientifiquement, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants, y compris les enfants sourds, produisent exactement les mêmes sons jusqu'à l'âge de 4 mois. C'est à partir de 4 mois qu'ils commencent à assister à la différenciation sonore. Mais ils commencent à entrer dans ce que nous appelons le babil. La langue commence déjà à se manifester. Et à partir de ce moment-là, on sait à quelle culture appartient ce bébé. Qu'il est français, qu'il est chinois, etc. Alors, on commence à entrer dans une culture. On commence à construire une maison invisible, très symbolique dans une langue. Et il commence à construire sa propre voix en utilisant les traits acoustiques des voix qu'il a entendues. Pour avoir de la voix, il faut avoir entendu parler quelqu'un. Et la voix, cette activité extraordinaire, cette musique extraordinaire que nous croyons être tellement personnelle, finalement, est le résultat d'un processus de transmission de génération en génération. Et les langues même portent ça. On a construit, à partir du grec, on construit le latin, à partir du latin, on construit l'espagnol, le français et le portugais. Et on dit, bon, le grec et le latin sont des langues mortes. En fait, chaque fois qu'on parle français, la musique de la langue latine, elle est là comme le socle qui soutient la voix au moment où on parle français. Et c'est pour cela que finalement, quand on passe du latin au français, si on dit en latin cavallus, vous savez cheval. Si on dit canus, vous savez chien. Si on dit canto, vous savez canto. C'est-à-dire qu'il y a une forme phonologique qui, si vous voulez, que se transforme en che, et dans les che, la langue latine est la présente. Mais ça, ce qui fait partie à l'histoire des langues, finalement, la musique des langues orales, c'est une manière de la voix humaine de voyager à travers le temps et l'espace. Et la voix qu'on construit, en écoutant parler les autres, comme j'ai construit ma voix en écoutant parler mes parents, en même temps que je commence à parler, quand je commence à babiller, je porte dans cette musique que j'ai construite en m'appuyant sur la musique de ceux qui m'ont entouré, je porte dans cette musique la présence symbolique de l'autre. Et c'est pour cela que l'être humain peut se parler à lui-même, en plus de pouvoir parler aux autres, il peut se parler à lui-même, parce que dans cette partie invisible de la psyché humaine, il y a une espèce d'ego et un alter ego, comme on disait de latin, qui fait partie de notre maison interne, invisible. Et pouvoir se parler à soi-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. À partir de ce moment-là, le langage se transforme dans un compagnon invisible, qui est là pour parler aux autres, pour parler à soi-même, pour s'écouter, pour fantasmer, et aussi pour rêver. Et à ce moment-là, le langage devient un compagnon interne très symbolique. Et c'est ça le rôle du langage. Et c'est pour ça que ce matin, on disait, lorsque la langue disparaît, tout disparaît. J'avais dit que finalement, lorsque la langue disparaît, le sujet ne trouve pas un lieu pour pouvoir s'appuyer, c'est-à-dire pour pouvoir résister. Alors, c'est ce mystère de la langue, de faire exister les sujets. C'est quelque chose qui est complexe. Et on ne va pas le résoudre ici, mais je voudrais qu'on parte avec cette idée que quand on apprend une langue,
cette langue va beaucoup plus loin de ce que nous croyons, beaucoup plus loin. Et qu'apprendre une langue, c'est vraiment entrer dans un processus d'identification très profond. Pourquoi? Parce que pour produire la sonorité de la langue, au début, il faut qu'il y ait l'air des poumons qui part, c'est très corporel. Il faut qu'il y ait les cordes vocales, la larynx, il faut qu'il y ait les palais, les nez, la langue, les lèvres. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un appareil de phonation. Et cet appareil de phonation, c'est le même appareil de la respiration, ce qui donne la vie biologique. Mais la langue se glisse là-dedans pour donner la vie psychique. Et ça, c'est tellement important que l'unique manière pour comprendre l'appropriation d'une langue orale ou de plusieurs langues va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a travaillé scientifiquement par plusieurs siècles pour savoir s'il y avait des invariants, ou comme on dit parfois des universaux acoustiques. Et la phonétique acoustique, la phonétique articulatoire, la phonologie, etc., ont beaucoup travaillé. Et finalement, on s'est rendu compte, il y a eu un congrès vers les années 80 à Massachusetts, pour savoir s'il y avait des invariants ou pas dans la voix, dans la sonorité. Et on s'est rendu compte que c'est impossible parce que chaque fois qu'on parle, le même énoncé prononcé par une femme, par un homme, par un petit garçon, etc., ont une forme acoustique différente. Cependant, quand on écoute ces énoncés, on a l'impression qu'ils sont la même chose. Voilà. Alors il y a ce petit mystère, et l'unique manière pour les comprendre, c'est que finalement, le bébé, quand il écoute, il reçoit des informations de l'activité motrice qui fait la personne qui lui parle. C'est-à-dire que personne n'a vu les mouvements des cordes vocales. Personne n'a vu qu'il faut faire une obstruction totale ou partielle pour qu'il y ait la musique de la voix. Ça donne ce qu'on appelle les fricatives et les occlusives. Et c'est le bébé, en écoutant parler des adultes, qui va reproduire les gestes qui produisent cette sonorité. Et en français, vous savez, des voyelles nasales et voyelles orales. Vous faites la différence entre mot et mon, entre to et ton, entre so et son. Et voilà que personne n'a vu une voyelle orale, personne n'a vu une voyelle nasale. Ça se construit par l'audition. Ça veut dire que par la perception auditive, le bébé s'installe dans quelque chose qu'on appelle la perception motrice du langage. Et c'est pour ça que les bébés sont capables d'apprendre très vite la langue orale, parce qu'ils vont reproduire, ils sont capables de lire, interpréter et traduire ce qui se passe sur le corps de l'autre, sur son propre corps. Et c'est comme ça qu'on construit la voix humaine, un processus d'identification très profond. Et à ce moment-là, lorsque le bébé est dans ce processus de la construction de la voix, immédiatement, on se rend compte qu'il est en train de reproduire un ensemble de gestes qui sont invisibles, qui sont complètement visibles, mais qui est très corporel. Très corporel. Et c'est là où l'expression « on écoute avec son corps » a un sens profond. Et en fait, le bébé, en écoutant, va reproduire l'accent de la région là où il est né. S'il est né à Paris, il va parler comme un petit Parisien. S'il est né au Canada, il va parler comme un Canadien. Parce qu'en écoutant, il va reproduire cette activité tellement fine et il devient membre d'une communauté parce qu'il chante comme tous les oiseaux qui appartiennent à ces communautés-là. C'est comme ça que les enfants apprennent à parler. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, l'enfant, pendant les 3, 5 ou 6 premières années, est capable d'apprendre plusieurs langues. Parce qu'il a cette capacité à reconstruire cette musique et il est installé dans la perception motrice. Tandis que les adultes, nous sommes installés dans une perception conceptuelle. Et c'est pour cela qu'un adulte il ne pourra jamais parler comme un bébé. Le vrai linguiste, c'est un bébé qui est capable de reproduire la musique de la communauté linguistique à laquelle il appartient. Tandis que l'adulte, quand il écoute une langue, une autre langue, il ne s'intéresse pas beaucoup à cette musique, mais il s'intéresse à l'activité conceptuelle. Et là, nous trouvons encore une fois la faculté du langage. Parce que le bébé, quand il vient au monde, il est bombardé des informations sensorielles. Qu'il y a le toucher, qu'il y a le goût, qu'il y a l'odorat. Et tout ça, s'il restait dispersé,
Et grâce à la faculté de langage qui va rassembler tout cela, ce qui vient de l'audition, ce qui vient de l'odorat, ce qui vient de toucher, la faculté de langage rassemble tout ça pour transformer en pensée. La pensée d'un bébé, c'est une pensée sensorielle avant d'être une pensée conceptuelle. Et la musique de la langue, les poètes ils viennent se placer là dans cette interface entre le conceptuel et le sensoriel et la musique de la langue. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que la linguistique, la grammaire ne peut pas arriver à expliquer. Cependant, ce qu'on appelle une langue orale, c'est quelque chose de ce type-là. Et à fur et à mesure que le bébé va avancer, il va commencer à mettre toujours des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'il commence à babiller. Le babil, comme je disais, c'est ça. On met ensemble une voyelle, une consonne, ça donne une phrase, une syllabe. On met ensemble des mots, ou on met ensemble des syllabes, ça donne des mots. Des mots, ça donne des phrases, etc. Et vous voyez, cette opération reste l'opération créatrice de l'être humain. Et chaque fois qu'on la réalise, elle va s'étendre dans tous les systèmes de mémoire. Ce matin, par exemple, en revenant ici, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait de loin à ma grand-mère. Cette personne, elle est différente de ma grand-mère. Je sais qu'elle n'est pas ma grand-mère, mais quelque chose s'est passé là qui m'a permis de dire « Ah, ça me rappelle ma grand-mère ». C'est une opération extrêmement importante et qui reste invisible, qui se manifeste bien avant l'apparition des mots, et que c'est après, dans cette direction-là, que finalement l'acquisition de la langue orale est possible. Et les enfants sont capables d'apprendre plusieurs langues en même temps. Les enfants sont capables d'apprendre la langue orale sans passer par des moyens pédagogiques. Dans aucune société du monde, on a trouvé nécessaire de donner des cours à un bébé pour qu'il apprenne à parler. Tout ce qu'il faut, c'est lui parler et il fait son travail. Et si on lui parle 2, 3 ou 4 langues, elle les apprend avec une facilité déconcertante. Nous, les adultes, ça ne va pas. Mais alors, ça pose des problèmes de bilinguisme, multilinguisme. Parce que la linguistique, elle a contribué elle-même à créer des difficultés. Lorsque la linguistique a commencé à se développer vers les années 70 avec une vitesse incroyable, aux États-Unis, en France, aux États-Unis avec la grammaire générative, en France avec le fonctionnalisme de Martinet et aussi avec les théories de l'énonciation telles qui étaient présentées par Benveniste et Antoine Cuglioli. Alors, on a commencé à se rendre compte qu'une langue, c'est quelque chose d'une complexité incroyable. Que chaque fois qu'on va analyser une langue, on lui applique un modèle théorique et la langue est là pour dire « votre modèle ne marche pas ». C'est un processus de falsification permanente de la théorie. Voilà. Et c'est vrai qu'on a écrit des grammaires pour les Français, on continuera à en écrire et toujours on a l'impression que la langue n'est pas là. Alors, ça a contribué à dire une langue tellement complexe qu'il faut éviter aux enfants d'être dans cette situation d'écouter plusieurs langues parce que ça va les empêcher d'apprendre, par exemple, la langue française. Et non, rien n'est difficile pour la faculté du langage à condition qu'on l'alimente. Et précisément, tout être humain, tout enfant peut apprendre plusieurs langues, ça ne lui pose pas de problème. Ça veut dire que le travail mental du bébé ne correspond pas exactement au travail d'analyse grammaticale ou le travail que j'ai fait en tant que linguiste pour essayer de comprendre une langue. Effectivement, une langue est très complexe et tout bébé, pour pouvoir parler la langue orale, il doit découvrir comment elle est construite, quels sont les principes qui la constituent, et c'est d'une abstraction considérable. Et en même temps, comment elle fonctionne, et c'est encore plus compliqué. Et là, on entre dans un processus qu'une langue ne se laisse jamais acquérir définitivement. Ça donne un travail inépuisable pour la psyché humaine. Et c'est bien l'histoire d'un bilingue, est-ce qu'il parle parfaitement, est-ce qu'il est vrai bilingue, etc. Le vrai bilingue, c'est celui qui s'approprie de la musique de la langue en écoutant parler les personnes qui l'entourent. Et que quand il parle anglais, il parle anglais, et s'il a écouté parler l'anglais américain, il parle comme l'anglais américain.
Ou s'il parle comme un Anglais de Londres, il va parler comme quelqu'un qui est à Londres. Ces bilingues s'est approprié de cette musique. Et au début, il les mélange un peu. Et les parents sont complètement affolés parce que quand il apparaissent les premiers mots, parfois les enfants mélangent les mots. Et ça crée immédiatement une angoisse pour les parents. Non, c'est un moment, ça passe très vite, mais les enfants ont cette capacité que nous avons perdue de différencier très bien ces deux musiques qui constituent des systèmes différents. Et un enfant peut apprendre 2 ou 3 langues sans problème. Et voilà que c'est des choses à rappeler. Et c'est très important aussi de dire que le fait qu'un enfant apprenne plusieurs langues, cela ne l'empêche pas d'apprendre le français, par exemple. Au contraire, apprendre une langue, c'est en fait une langue au-delà des sons, se cache un ensemble d'opérations mentales extrêmement abstraites. Et l'être humain a cette capacité mystérieuse que par la mise en scène qu'on fait, on va reconstruire bien sûr toute l'activité motrice pour produire la musique de la langue, mais on reconstruit les opérations mentales qui sont contenues dans cette musique-là. Une langue orale, c'est une musique sociale, socialement partagée, qui rend audible la pensée, comme disait Aristote. Je rappelais l'autre jour dans une réunion d'Arsay, cette intuition d'Aristote incroyable qui dit que la langue orale rend audible la pensée. C'est ce que je suis en train de faire ici, en ce moment. J'essaie de vous rendre audible toute une série d'opérations mentales qui se passent dans mon esprit. Et vous qui je parle mal le français, mais vous faites un effort et vous reconstruisez ces opérations mentales pour donner sens à mon discours. Alors une langue, c'est ça, c'est au-delà de cette musique, bien sûr. Lentement, l'enfant va entrer dans un processus de mettre en scène un ensemble d'opérations mentales qui sont les patrimoines de l'humanité. Et c'est pour cela qu'on peut passer d'une langue à l'autre. Ou ce qui s'est passé ce matin. On traduit de l'espagnol vers le français ou du français vers l'espagnol. Finalement, l'interprète, il ne va pas traduire directement de mot à mot. Il va s'éloigner de ce qu'il reçoit pour voir comment est-ce que cette opération universelle se met en scène à travers le français, l'anglais ou l'espagnol. Alors, apprendre une deuxième langue, une troisième langue, ou apprendre la langue des signes, c'est découvrir comment un ensemble d'opérations mentales très abstraites se mettent ensemble dans cette langue-là. Et je vous donne un exemple. Je peux dire, je viens de commencer à parler. Quand je dis je viens de commencer à parler, vous comprenez parfaitement que je suis en train de parler. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je vais finir de parler dans quelques minutes. Vous dites il est encore en train de parler. Hein. Au moment où je vais finir de parler, je dis, bon, je finis de parler, je marque là, c'est-à-dire, où je vais aller au cinéma, vous comprenez que je ne suis pas encore en train d'aller au cinéma, ou des choses comme ça. Voilà, il y a une forme sonore, une musique, mais au-delà de cette musique, il y a un ensemble d'opérations mentales qui se greffent à travers de cette musique. Et quand on dit en anglais, par exemple, stop working, ça veut dire que quand on dit stop, il faut mettre immédiatement les gérondifs working pour dire je suis dedans. Et j'ai vu des petits Français qui apprenaient en même temps l'anglais et un petit garçon qui disait chanting. Et les parents affolés, ils commencent à mélanger les mots. Et il disait leading, marching. Voilà. Wow. Alors, il est en train soi-disant, mais il avait compris un principe très profond de la langue anglaise qu'il trouvait plus intéressant de l'utiliser parce qu'en français, c'est très long de dire il est en train de marcher, tandis que dire marching, on est en train de le dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'en anglais, quand on dit stop working, il faut dire comme ça et pas dire stop to work parce que c'est pas bon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et ce qui fait une personne qui fait la traduction, c'est que quand il dit, par exemple, I stop working, il va traduire je me suis arrêté de travailler. Voilà. Mais l'opération mentale est la même. Et pour la même opération mentale, on peut avoir une quantité de possibilités. Et là, les langues se différencient. En français, on peut dire commencer à, s'initier à, débuter. Il peut y avoir des langues où il n'y a qu'un seul mot. Voilà.
Mais voilà, c'est ça les langues. Les langues, c'est... Les langages, c'est l'ensemble d'opérations mentales que finalement, on ne sait pas comment est-ce qu'on est arrivé là. Et chaque langue le met en scène. Et si vous allez apprendre le chinois, vous pouvez apprendre le chinois parce que vous allez découvrir que, finalement, comment est-ce qu'on met en scène une opération mentale qui est déjà dans votre esprit. Ce n'est pas simplement la traduction, c'est beaucoup plus complexe. C'est découvrir une nouvelle mise en scène d'une opération mentale qui nous appartient. Et voilà que apprendre à parler, c'est s'humaniser. S'approprier de ces ensembles d'opérations mentales qui constituent un patrimoine invisible, constitutif de la sujet humaine, c'est précisément pouvoir s'humaniser. Et c'est pour cela que finalement, depuis les Grecs, on considère que le langage, le logos, c'est quelque chose qui définit l'homme en tant que tel. La difficulté que nous avons aujourd'hui, avec tous les enfants qui arrivent à ce moment à Paris, je fais des conférences pour la ville de Paris, pour les PMI, ils sont complètement affolés de cette quantité d'enfants qui arrivent et qu'on ne comprend pas les langues, on ne comprend pas la langue des parents, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Avec les enfants, tout ce qu'il faut faire, c'est leur donner l'occasion d'écouter cette langue qui est pour l'instant une langue qui n'est pas à l'intérieur d'eux, mais ça va venir 6 mois. C'est suffisant pour un enfant pendant les 10 premières années. 6 mois, c'est suffisant pour lui de commencer à comprendre et à se faire comprendre. Alors tout ce qu'il faut faire avec ces enfants-là, c'est les mettre dans des situations d'intersubjectivité normale à l'école, et les laisser tranquilles pendant 6 mois. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à entrer dans la musique de cette langue-là. Accès. Nous trouvons cette population, ou plutôt les lectrices. Chaque fois qu'il y a une lecture, très souvent, ils arrivent, ces enfants-là, qui ne parlent pas français. Et les parents sont là pour dire, ils font signe qu'ils ne parlent pas français, qu'il ne faut pas les lire en français. Comme nous allons voir cet après-midi, pour un enfant, dans la petite enfance, la langue étrangère ne lui pose pas de problème. Pas du tout. Au contraire, ça lui plaît. Et on se rend compte que très vite, en lisant des histoires, en lisant la littérature, ces enfants commencent à entrer dans la langue, mais à une vitesse considérable, sans donner aucun cours. Parce que l'appropriation de la langue orale, c'est une capacité naturelle de l'espèce humaine. Il faut recevoir des cours pour apprendre à lire et à écrire, mais la langue orale se transmet comme ça, d'une manière naturelle. Et alors, à ce moment-là, s'il y a cette capacité naturelle, il faut l'alimenter. Et c'est là où la réponse, si on reste avec la langue de la vie quotidienne, bon, c'est pas mal, mais la langue, c'est inépuisable. Il faut lui donner la complexité de la langue depuis la naissance. Parce que rien n'est difficile, encore, je répète encore une fois, pour la faculté du langage, à condition de la donner. Quand on lit, quand on la poésie, quand on raconte des histoires, on est en train d'alimenter une capacité naturelle. Et c'est comme ça que les enfants s'approprient de la complexité de la langue. Ce n'est pas par la grammaire, ni par les exercices. C'est en écoutant des mots textes différents, etc., qu'ils comprennent comment la langue est construite et comment elle fonctionne. Et si on ne fait pas ça, si la famille, si les parents ne font pas ça, ils contribuent malheureusement à créer des inégalités sociales par rapport à l'enfant qui a reçu ça dans son milieu familial. Et c'est pour ça qu'Accès, toute notre activité, est orientée précisément là où parfois les livres brillent pour son absence, mais c'est surtout pour donner la possibilité aux enfants d'avoir l'occasion d'avoir le plaisir du texte oral. Parce que quand l'enfant, on a insisté ce matin, Michel Petit, s'il écoute, parce que de la naissance jusqu'à la mort, l'être humain fait une différence fondamentale entre entendre et écouter. On entend les bruits, on ne les écoute pas. Mais dès qu'on se met en position d'écoute, on veut construire du sens. On est dans la pensée. Il faut alimenter cette capacité d'écoute. Et en faisant écouter,
les enfants vont immédiatement entrer chaque fois dans ce mystère de la complexité d'une langue et ils vont utiliser ce qu'ils ont reçu pour construire son propre style. Et à ce moment-là, l'unique manière finalement de transmettre la langue orale, c'est en utilisant tout ce que la langue a produit du point de vue culturel, c'est-à-dire, bien sûr, la langue de la vie quotidienne pour se faire obéir, pour transmettre les ordres, les limitations, mais la langue de la poésie, la langue du récit. Et en plus, chaque langue a sa propre littérature. Parce que la littérature est le résultat de l'impossibilité de la langue, comme chaque langue a sa propre poésie. On ne peut pas traduire un poème, ou même le titre de livre d'enfant en français, quand on dit Ulinubi, Niche, on voit immédiatement qu'il y a des syllabes qui se répètent, etc. Et si je le traduis dans une autre langue, ça ne va pas. Ça va pas. La poésie constitue l'âme de la langue. Et on ne peut pas la traduire. Il faut créer encore une autre poésie, une autre musique dans d'autres langues. Et chaque langue a sa propre littérature, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr quelque chose qui est universel du point de vue de la souffrance humaine. L'amour, c'est un sentiment universel. La haine, c'est un sentiment universel. La tendresse, etc. Mais chaque langue va avoir une manière spécifique pour mettre en scène ces choses, ces pathos, comme disaient les Grecs, ces pathos de l'âme. Chaque langue a une manière de le faire spécifiquement. Et parfois, même dans le titre, il y a le García Márquez, notre prix Nobel colombien, qui a écrit un petit livre que le coronel no tiene quien le escriba en espagnol. Le coronel no tiene quien le escriba. On ne peut pas traduire ça en français, on traduit personne écrit au colonel, tout ce que vous voulez, mais no tiene quien le escriba, c'est une négation absolue. Et à cette négation absolue, toute l'astuce de l'écrivain, c'est de faire qu'il y a un individu qui va tous les jours chercher une lettre de la pension à militaire, et la lettre n'arrive pas, il l'a cherchée pendant 40 ans, il n'arrive pas, mais il n'a jamais pensé que la lettre n'arriverait pas. Alors que cet espace comme ça, mais on ne peut pas traduire les titres. La force du colonel no tiene quien l'escriba est dans les titres. Voilà. Alors chaque langue crée sa littérature. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des opérations universelles. Et dans la littérature infantile de toutes les langues, l'enfant qui apprend 2 langues ou 3 langues va trouver dans cette langue cette littérature universelle qui est là parce que le bébé en a besoin. Il a besoin pour se construire psychiquement. Et un exemple, j'avais dialogué avec Marie, on a fait l'autre jour, et un exemple qui me touche beaucoup, chaque fois que je regarde des versets et des comptines, d'ici et là, je vais regarder si existe cette verset qui consiste à dire au bébé, ta maman n'est pas là, elle est ailleurs, elle pense à toi, elle vient, elle vient, elle vient. Parce que derrière cette petite poésie, de ces petites chansons, il y a une opération fondamentale de la société humaine, c'est que le bébé, à un moment donné, doit être capable de savoir ou de penser que la personne auquel elle s'est liée au début, comme je disais au début, qu'elle continue à exister même quand elle n'est pas là. Si le bébé ne fait pas cette opération-là, il ne peut pas se développer. Et c'est source de penser en même temps cette opération-là, parce qu'à partir de ce moment-là, le bébé peut convoquer cette personne par la pensée, il se fait auto-accompagner. Et c'est pour ça que dans toute culture, il doit y avoir une série de versets et de comptines qui alimentent des opérations que je n'ai pas le temps d'écrire. Je donne un exemple, mais j'ai à peu près une quinzaine d'opérations qui se trouvent dans les versets. Et on ne peut pas se mettre à la place des bébés. Tout ce qu'il faut, c'est l'aider en lui donnant cette littérature-là pour qu'il puisse réaliser ces opérations-là sans lesquelles il ne pourrait pas s'humaniser. Et pour terminer, bon, le temps passe, je dirais qu'en fait, grâce à la langue ou aux langues qu'une personne peut parler, grâce à ces dispositifs extraordinaires, l'être humain crée le monde extérieur, par le lexique, tout ce que vous voulez. Il crée le monde social et il crée son propre monde intime, celui que nous portons dans la profonde intimité. Et ces 3 mondes se créent en même temps. Ce n'est pas que d'abord on a créé le monde extérieur, après le monde social, et non. Ça se fait en même temps. Et le langage, c'est de là qu'il vient le mot poésie, et le langage est toute poésie, parce que le mot poésie, ça veut dire créer,
Et le langage est un processus de création. Et la création du monde extérieur, du monde social et intime ne finit jamais. C'est un monde toujours ouvert à travailler. Ça, c'est psychique. Le langage, le fait que l'être humain peut réaliser ce travail-là à l'infini, ça veut dire qu'il est vivant psychiquement. Et c'est ça, le langage. Chaque fois qu'un être humain parle, sans le dire explicitement, il dit « je suis vivant ». Merci beaucoup.